ok étoile bu baax léegi ma wëri ko quoi ok ça marche. Kono toon xale yaa ma du la jox beneen soow wol ma Yacine mu jox la soow Yacine Yacine wol Yacine mu jox la beneen soow waaw wool ma Yacine gaaw kaay Yacine Yacine waaye kaa jox kii soo waay waaw kaa ñëw rek ndax ko mu dem dama war a jàpp nii kaa jël ko fexe mu dem
waaw non non dafa jàpp waaw dafa fayal waaw wul yaay Hey, gaaw na ko na gaaw nag nee na gaawul Yacine gaawal waaye bébé dafa yàkkamti waaw ànd leen dem ci sax kaay Yacine heure bi jël ko ngeen dem ci suuf waaw dem leen ci suuf bu sedd soo bu tàngoor soo bu déedéet xam nga indi la bu sedd déedéet ma bu sedd waaw bu set waaw bi sedd na yaa seetal ko gaaw bu set na sedd gaaw wala ci suuf ah xëcc ko yow tamit heure bi jot na 17 heures jot na nii dimbala ma bàyyi jàmm dangay dem yóbbaale ko ci suuf ñii dañuy dem ci suuf dangay dem ci suuf yaa yóbbu ko ci suuf dama lay yóbbu la suuf dégg nga gaaw six pomme de terre gaaw tuuti boo ñëwee nga may ma dégg nga aya bu ñëwee nga may ma dégg solo bi boo ñëwee da nga koy summi nga ko pon ndox sol la fee dégg gaaw waaw indi ma teel la ba ngeen jox ko yaa ma la indi ma teel indi ko dañ koy sàcc indi waaw teel ko gaaw jël ko ngeen yaa ko si gaaw boppam ngeen dem ko ñëw cib si day jeex ci bitig bi de yaa si jàppal si loxoom bàyyi ko sol ba amal indi ma teel waaw dem leen teel teew ko noonu boobu noonu xale bëgg sa peñe bi teg ko foofu ci ko taal Merci beaucoup toute l'assistance. Nous allons aujourd'hui quand même échanger un peu sur le CFA, mais aussi donc sur l'éco, parler un peu en tout cas des enjeux au niveau continental. Ensuite, essayer autant que possible donc de dégager, soi-disant, donc voilà quelques perspectives aussi donc liées donc à cette nouvelle monnaie qu'on vient donc de nous qui devrait entrer en vigueur à partir de
juillet. Donc on est déjà le 17, ça veut dire que juillet, ça y est dans quelques jours. En fait, il serait intéressant quand même de faire un bref rappel historique. Même ce que nous intéresse le plus, c'est vraiment l'aspect purement économique. Voilà, parce que cette monnaie donc, que nous utilisons depuis 70 ans donc, a vu le jour lorsque la France avait ratifié les accords de Bretton Woods en 1945, précisément le 26 décembre 1945. Donc c'est une monnaie qui est utilisée donc, dans les colonies françaises. CFA, tout au début, signifiait colonie donc française d'Afrique. Il existe au niveau de l'Afrique de l'Ouest et au niveau de l'Afrique centrale. Donc en Afrique de l'Ouest, c'est ce qui nous concerne nous, dans l'espace donc UEMOA, et en Afrique centrale, c'est dans l'espace donc CEMAC. C'est une monnaie quand même qui a été créée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par l'ancienne puissance coloniale. Donc à partir des indépendances, il fallait effectivement revoir un petit peu l'appellation, parce que vous ne pouvez plus dire colonie française d'Afrique alors que nous venons d'accéder à l'indépendance. Ce mot devenait caduc. Donc raison pour laquelle la France donc, a revu le nom. Mais cette fois-ci, retenez que l'acronyme quand même a été maintenu, l'acronyme CFA. Qu'est-ce qui a changé? C'est surtout le contenu de l'acronyme. Voilà. Au lieu de CFA comme étant colonie française d'Afrique, on l'appelait maintenant coopération financière donc, en Afrique, dans notre zone. Dans notre zone UEMOA. Au niveau de la zone CEMAC, on l'appelle coopération financière donc en Afrique centrale. Donc, comme vous l'avez constaté, l'objectif de départ de l'ancienne puissance coloniale n'a pas du tout changé. C'est comment faire pour garder le cordon ombilical entre elle et ses anciennes colonies. Voilà. C'est qu'elle a vraiment formidablement réussi. Parce que depuis 75 ans, cette monnaie existe. Donc on dit que c'est la seule monnaie coloniale encore en circulation dans le monde. Peut-être là encore où il y a vraiment des choses à signaler, c'est surtout le fait que la France, malgré en tout cas les changements intervenus entre-temps, parce qu'on est tous d'accord que les réalités du monde de 1945, celle du monde en pleine guerre froide, celle du monde donc des indépendances de l'Afrique, début des années 2000 et aujourd'hui, ce n'est pas tout la même chose. Donc, moi je pense que la France quand même aurait dû revoir un peu le contenu des accords. Malheureusement, elle ne l'a pas fait. Et entre-temps, ça a créé aussi un éveil de conscience. Et c'est une bataille menée par la nouvelle génération. Parce que ça a toujours été ma profonde conviction. Ce ne sont pas du tout les anciens qui vont mener ce combat-là. Même si, voilà, il y a quand même quelques personnes engagées, voilà, qui ont toujours soutenu donc, cette lutte pour changer donc, de monnaie. En quelque sorte, on a constaté que cette domination a tout existé. La France continue toujours à contrôler nos économies, à avoir des représentants au niveau de des différentes instances. Si nous prenons le cas de l'UEMOA, au niveau de la Banque centrale, comme au niveau donc de l'UEMOA, on a constaté que la France quand même a un représentant. Ce qui est anormal pour des pays quand même qui ont accédé à la souveraineté internationale. Là où nous décidons de notre politique monétaire, en principe, on ne devait pas avoir un intrus. Ça, c'est le minimum. Mais non seulement elle a été présente, mais mieux encore, voilà, elle impose sa voix. J'allais dire, elle a une voix prépondérante. En tout cas, c'est difficile de dire le contraire. Si on se souvient encore des fameuses déclarations du président Diouf à la veille de la dévaluation,
cela n'a pas empêché la libération d'exister. Hein? Parce que c'est ce que la France voulait. Le film aussi, donc, l'avait appuyé et du coup, cela n'a pas tardé à être donc, mis en application. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que, en tout cas, les Africains ont tardé à réagir. Entre-temps, le monde évolue, les exigences, malgré tout, on constate que c'était toujours l'immobilisme. Pire encore, lorsque vous regardez un peu donc, les pays membres de la zone CFA, on n'a pas vu un pays qui a réussi à atteindre l'émergence. Du tout. Voilà. Donc, c'est vrai, parce que moi je l'ai déjà dit dans certaines de mes sorties, que le problème premier de l'Afrique, en tout cas, ce n'est pas un problème de monnaie, mais c'est avant tout un problème de gestion des deniers publics. Pour la seule et simple raison que malheureusement les gens se battent pour arriver au pouvoir. Une fois au pouvoir, au lieu de continuer encore à se battre pour réaliser leurs projets, mais aussi pour sortir leur population donc, de cette pauvreté, de la souffrance, malheureusement, j'ai bien dit malheureusement, parce que toutes les stratégies déployées dans la plupart du temps, c'est comment faire pour rester au pouvoir. Dès qu'on arrive, on pense déjà à un second mandat. Et les experts même, voilà, qui ne sont là que pour tripatouiller la constitution afin de conserver le pouvoir le plus longtemps possible. On en a même connu certains, dans cette zone, UEMOA, qui sont restés au pouvoir jusqu'à leur mort. Voilà, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, donc avec donc, le président Houphouët-Boigny en 93, voilà, mais aussi le président, donc le cas du Togo, etc., avec donc le général Gnassingbé et Adema. Je pense que c'est pas comme ça véritablement qu'on doit développer un pays. Il faudrait marquer son temps et aussi c'est de la place aux générations futures, parce que aux autres générations, parce que chaque génération aussi a besoin de marquer l'histoire. Voilà. Mais si on pense qu'on est les seuls à pouvoir faire quelque chose, déjà on se trompe lourdement, parce que nul n'est indispensable dans ce monde-là. La preuve, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui part, voilà, il y a d'autres donc, qui les remplacent. Et il y a une fois échangé avec un DG de la place, ça devait être, je pense, en 2011 ou en 2012, il me disait, mais moi, j'ai échangé avec un médecin parce que je faisais trop de choses en même temps. Il m'a même demandé si j'étais indispensable. J'ai dit, bon, je n'ai pas répondu. Il m'a dit, allez-y, faites un peu au cimetière. Ils sont remplis de gens qui se croient indispensables. Bref, c'est pour montrer que lorsqu'on occupe des responsabilités, il faut continuer aussi à faire confiance aux générations. Il faut travailler les gens de sa génération, mais aussi c'est de la place aux jeunes. Il faut les faire bénéficier d'une bonne formation et voilà, ils vont continuer donc à assurer donc le flambeau. Je pense que ça c'est extrêmement important. Qu'est-ce qu'on a noté dans nos pays? Non seulement l'ancienne puissance coloniale a réussi à donc, nous imposer cette monnaie pendant 75 ans, parce que pour 45 jusqu'en 2020, ça fait quand même 75 ans, mais pire encore, elle cherche à dominer notre économie à travers ces entreprises. En tout cas, au Sénégal, on ne dira pas le contraire, d'autant plus que les rares même qui étaient là, qui avaient des avantages lorsque nous avons donc, un nouveau président, il a renforcé cet avantage. Donc, parfois, on a l'impression que, surtout pour certains qui ont déjà vécu à l'Hexagone, ils ont l'impression que ce sont presque les mêmes entreprises qu'ils vont retrouver ici. C'est une fois pour montrer qu'ils ont réussi quand même à nous dominer, donc vraiment dans le long terme. Et à un certain moment aussi, il faut prendre son destin en main. Voilà. C'est pourquoi il n'est pas quand même mauvais de saluer cette initiative. Il faut aussi même se rappeler que cette initiative de créer une monnaie africaine, une monnaie commune donc de l'Afrique de l'Ouest, ne date pas d'aujourd'hui. J'ai même donc, lu quelque part où vraiment les toutes premières discussions étaient déjà de 1973. Ça veut dire
création de la CEDEAO, parce que la CEDEAO a été créée donc en 1975. En 2015, la CEDEAO célèbre ses 40 ans avec quand même un bilan qui est donc assez mitigé. Voilà. Ensuite, cette monnaie, donc les gens voulaient quand même donc, la mettre en circulation avec plusieurs reports successifs. L'année dernière, au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, ils avaient décidé de mettre en place donc, cette monnaie à partir de juillet 2020. Bien entendu, moyennant des critères, avec donc des critères de convergence donc, à respecter. Et on savait que ça ne va pas être quelque chose de facile du tout. On peut même rappeler que dans les premiers temps, parce que pendant plus d'une décennie, les gens ont travaillé sur ce qu'on appelle la ZMAO, donc la zone monétaire ouest africaine, en se disant d'abord qu'on va essayer de travailler et fusionner les monnaies donc, des 7 autres pays, avant maintenant de faire la fusion entre cette monnaie-là et le CFA. Parce que parmi les 15 pays membres de la CEDEAO, les 8 pays ont la même monnaie, et les 7 autres, chacun a sa propre monnaie. On voulait travailler d'abord dans la ZMAO, avant maintenant de travailler directement donc, à fusionner les deux. Finalement, ils ont voulu aller un peu plus vite en se disant que si on réussit à fusionner cette monnaie, on devait pouvoir le faire pour 8 monnaies. D'où finalement le projet qui consiste simplement à avoir une monnaie unique donc, dans l'espace CEDEAO. Avec bien entendu des précis, des critères à respecter. Parce que parmi ces critères, je vous l'ai dit, donc il y a ce qu'on appelle donc, les critères de convergence à respecter, parce que notamment par rapport donc, au déficit donc, du PIB, donc c'est un critère donc, à respecter. Mais également, il faut réussir à assainir quand même donc, ces finances publiques. Respecter aussi donc, le critère par rapport donc, au niveau d'endettement. Donc ça, c'est des critères donc, qui existaient aussi au niveau de l'UEMOA. Bref, ce qui est un peu quand même, en tout cas aberrant pour ne pas dire assez dubitatif, ce qui laisse les gens dans le doute, c'est que parfois on a l'impression qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui tire derrière. Et ça ne peut être aussi que l'ancienne puissance coloniale qui peut-être cherche à diviser pour mieux régner. Parce qu'au moment où, au mois de décembre, il y avait le sommet de la CEDEAO, quelques jours après, ça doit être 72 heures maximum après, je pense, il y a le président Macron qui effectue un voyage donc, en Afrique, arrivé en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara nous annonce officiellement la fin du CFA et la mise en circulation de l'ECO à partir de juillet 2020. Là, on se dit qu'il y a un problème parce qu'on aurait bien aimé ou préféré que cette annonce soit faite quand même pendant le sommet de la CEDEAO, parce que c'était l'endroit idéal. Donc on me dirait que d'accord, mais les autres ne sont pas encore concernés parce que l'UEMOA va décider, mais tous les pays membres de l'UEMOA font partie déjà de la CEDEAO. Premièrement, deuxièmement, les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA pouvaient se retirer donc en marge du sommet, tenir une conférence et annoncer la bonne nouvelle. Je pense que c'est plus symbolique. La monnaie de la CEDEAO qui entrera donc en circulation à partir de juillet 2020. Certes, on l'avait déjà annoncé lors du sommet donc, précédent, mais je pense l'annoncer pour renforcer, ça aurait été mieux qu'à d'attendre l'arrivée du président Macron en Afrique pour le dire. À l'époque aussi, en réaction, c'était quoi? Que cette décision était purement politique. En tout cas, elle était plus politique qu'économique. Pour la seule et simple raison que quelques jours avant, ça devait être 3 ou 4 jours avant, la ministre nigériane, c'est la dame là, de l'économie et des finances, avait annoncé qu'on se dirigeait vers donc, la circulation d'une monnaie, donc d'une nouvelle monnaie. Mais pour le moment, il n'y a qu'un seul pays qui respectait les critères de convergence, à savoir donc le Togo.
Donc, c'est-à-dire qu'on était en décembre, le disait en décembre, alors que ça devait intervenir quand même en juillet, donc 7 mois plus tard. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir. Mais même eux-mêmes, ils savaient pertinemment que ça va être quelque chose d'extrêmement difficile. D'ailleurs, raison pour laquelle, lors du sommet, donc en juillet 2019, ce qu'il avait décidé, c'était de faire ce qu'on appelle une adhésion progressive. Autrement dit, certains pays qui réussissent à remplir les critères de convergence peuvent d'abord adhérer. Et on commence avec ces pays-là. Ensuite, les autres vont continuer à faire des efforts afin de remplir les critères. Et dès qu'un pays aussi remplit les critères, il rejoint le groupe. C'est ce qui était retenu. Mais ici, le président Ouattara nous annonce officiellement que les pays membres de l'UEMOA vont commencer à faire circuler l'écho à partir de juillet 2020. Parmi ces pays membres, il n'y a qu'un seul qui remplissait, en tout cas, qui était une convergence. Et jusqu'au moment où je parle, les gens n'ont pas communiqué dans ce sens-là. Bon, c'est la période de crise qui fait que le coronavirus, en tout cas, a pris la vedette sur toutes les autres questions d'actualité. Sinon, à une époque pareille, en principe, il devrait y avoir beaucoup de plateaux, et d'émissions radio également, beaucoup de plateaux télé et d'émissions radio où les gens ne parlaient que de cette question d'actualité, quand même, qui est une actualité très forte, mais aussi une actualité historique. Parce que pour la première fois, depuis notre indépendance, nous venons de créer notre propre monnaie. Parce que la monnaie est une question de souveraineté. Donc ça veut dire qu'on est censé créer notre monnaie. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui a été annoncé par le président Ouattara, je rappelle que ça n'a rien à voir, en tout cas, avec le projet initial de la CEDEAO. Parce que dans le projet ECO annoncé par le président Ouattara, l'ECO aura la même valeur que le CFA. Autrement dit, il y aura une parité fixe entre l'ECO et l'euro. Comme le CFA et l'euro. Autrement dit, on enlève juste CFA et on met ECO à la place. Pour faire très simple. Ensuite, il y a quand même une décision majeure. On peut d'abord l'interpréter ou bien on annonce, ensuite on interprète derrière. Deuxièmement, on nous parlait un peu de la France qui s'est retirée des instances de gouvernance de l'UEMOA et de la BCEAO. Ce qui est très important parce que vous ne pouvez pas imaginer un chef d'État africain qui siéger ou avoir un représentant au niveau de la je ne parle même pas de la Banque de France, mais au niveau surtout de la Banque centrale européenne. C'est imaginable. Ensuite, on annonce aussi la fin des dépôts, qu'on appelle des dépôts, des réserves de change au niveau du Trésor public français. Oui, ces dépôts-là qui nous ont beaucoup handicapés. Je me rappelle encore d'un chef d'État africain téméraire, très téméraire, quelqu'un qui avait vraiment quoi saisir, qui avait même un jour soulevé les débats en disant que nous déposons beaucoup d'argent au niveau du Trésor public français, alors que nous cherchons de l'argent pour financer nos grands projets de développement. Ça aurait été mieux qu'on rapatrie au moins une bonne partie de ces dépôts pour nous permettre de financer nos projets, alors, au lieu de chercher de l'argent à gauche et à droite. Parce que c'est le président Wade, le président du Sénégal, qui l'avait dit à l'époque. Voilà. Mais vous savez que les Blancs n'aiment pas ce genre de discours. Raison pour laquelle, en tout cas, jusqu'à la fin de son mandat, les gens ont cherché quand même à le combattre. J'ai l'habitude même de le dire souvent dans mes interventions. Lorsqu'on est président, parti au pouvoir ou président en exercice, en principe, on doit battre campagne sur ses réalisations, sur son bilan, parce qu'on a pris un engagement devant le peuple.
Le peuple vous a fait confiance. Donc, à la fin de votre mandat, vous devez vous présenter devant le peuple pour dire exactement ce que vous avez pu réaliser par rapport à vos engagements et ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez aller plus loin en expliquant exactement pourquoi certains projets n'ont pas été réalisés. Vous pouvez même donner les raisons, si vous êtes vraiment transparent. Voilà. Bon, un mot que les Africains aiment, la transparence dans le discours, mais pas dans les faits, dans la plupart du temps. Voilà, il y en a même certains qui sont vraiment allergiques à la transparence. C'est dommage de le dire, mais c'est la triste réalité. Je reviens un peu donc, sur, en tout cas, donc, les critères, donc, que les annonces fortes faites par le président Ouattara. J'avais dit tout à l'heure qu'il avait dit que l'ECO prendra la place de CFA, mais c'est la même parité fixe. Par rapport donc, au CFA. Ensuite, la France va saisir des organes de gouvernance de la BCEAO et de l'UEMOA, mais également, ça va être, donc, on annonce donc, la fin des dépôts, donc, des réserves de change donc, au niveau de la Banque de France, du Trésor public français. Parce qu'une banque centrale a aussi pour mission de défendre la partie de sa monnaie. Donc, raison pour laquelle donc, on verse là-bas donc, les 50% des réserves de change pour garantir donc, la partie de notre monnaie et au-delà aussi sa conversibilité qui est illimitée, qui est garantie aussi donc, par la France. Mais dans cette même déclaration du président Ouattara, il disait que la France assure ce qu'on appelle la garantie, donc, en tout cas pour les pays membres de l'UEMOA. Déjà, ça sème la division. Parce que si nous avons décidé de créer une organisation commune, si nous avons décidé d'avoir une monnaie commune, nous devons aussi quand même être solidaires. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui garantit certains pays et non d'autres. Ça veut dire que c'est pas il ne peut pas être un partenaire stratégique pour la. Parce que si vous devez être un partenaire stratégique pour la CEDEAO, tout ce que vous devez dire, c'est par rapport à la CEDEAO, mais pas par rapport à un groupe de pays et non par rapport à d'autres. Parce que les pays quand même de l'UEMOA auront, en tout cas, le courage de dire merci à la France. C'est vrai que c'est pour nous le fait de vouloir gérer directement notre monnaie. Parce qu'on ne connaissait pas ça. Il y a toujours la France qui était derrière. Voilà. Mais il faut apprendre, dans la vie aussi, il faut prendre des choix, mais aussi les assumer. C'est très important. Voilà. Je disais tout à l'heure, cela n'a rien à voir en tout cas avec notre projet, le projet de la CEDEAO, parce que pour la CEDEAO, ne devrait pas avoir une parité fixe avec une devise, mais plutôt être donc aligné par rapport à un panier de devises à identifier. Donc ça veut dire que ça peut être avec l'euro, avec la livre sterling et naturellement le dollar. Mais pas uniquement donc avec l'euro. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons l'habitude de le dire, beaucoup de provocateurs, y compris votre serviteur, et au-delà, ça devient même pratiquement donc beaucoup de maintenant l'utilisent. On arrive même à faire la distinction en parlant de ECO-UEMOA. Parce qu'en réalité, cet ECO annoncé par le président Alassane Dramane Ouattara ne concerne que la partie UEMOA. C'est pourquoi on peut l'appeler ECO-UEMOA. Parce que lorsque ça va être vraiment donc ECO-CEDEAO, donc cette parité fixe va disparaître. Totalement. Parce qu'on n'a pas parlé de ça. Aussi, il y a d'autres problèmes qu'il fallait chercher à trouver une solution. Surtout le siège. On retient effectivement que donc, le siège, en principe, si on se réfère un peu au niveau de développement économique des pays, dans notre sous-région, ouest africaine, nous avons vraiment une superpuissance qui s'appelle le Nigeria. Avec quelques problèmes, bien entendu, cette stabilité politique existait, mais depuis quand même quelques années, en tout cas depuis le début des années 2000, on a constaté que les choses se sont vraiment beaucoup calmées. Voilà. Est-ce que le Nigeria va opter pour abriter le siège ou plutôt assurer directement la gouvernance, c'est-à-dire le poste de gouverneur? Et céder donc le siège peut-être à un autre pays, ce qui est possible. Voilà.
Est-ce que c'est ce que les gens vont retenir au finish ou pas? Parce que ce que le groupe de travail continue à faire, est-ce que ce qu'il propose, c'est ce que les gens vont accepter? Ça reste à voir. En tout cas, ce qu'il faudrait surtout retenir, parce qu'il fallait quand même le mentionner, c'est qu'aussitôt après la déclaration du président Ouattara, dans la même semaine, en tout cas dans les 7 jours qui suivent, les ministres de l'économie et des finances des pays membres de la CEDEAO s'étaient retrouvés pour réitérer leur engagement et donc leur déclaration, donc la déclaration faite donc en juillet 2019 lors du dernier sommet. Juillet 2019, parce que voilà, pour montrer que il n'y a pas de contradiction entre cette déclaration faite il y a 6 mois et celle qui a été faite donc en début janvier, donc en décembre. Donc en début janvier, ils se sont retrouvés pour notamment remettre les choses en ordre. Voilà. Et comme vous le savez, il ne veut pas dire qu'on rejette totalement ce que le président Ouattara a dit, ou bien ce qu'il a dit, il y a un décalage entre ce qu'il a dit et notre projet. Ça, nous pouvons le dire en tant qu'universitaires, vous pouvez le dire en tant que citoyen, etc. Mais les ministres, les présidents et autres, ils utilisent un langage diplomatique, qu'on appelle le discours politiquement correct. Voilà. Mais lorsque vous voyez que les gens se sont retrouvés, ils ont parlé et ils ont réitéré ce qu'ils avaient déjà dit par rapport à l'UCO. Vous voyez que ce qu'ils ont réitéré par rapport à ce que le président Ouattara a dit, ce n'est pas du tout pareil. Voilà. En plus, les pays anglophones, là, prenez le Ghana ou le Nigeria, qu'est-ce qu'ils ont à faire avec la France? Ils ne connaissent pas la méthode de la France, malheureusement, parce que la France veut toujours s'immiscer dans les affaires du pays. Qu'on appelle, il faudra même tout gérer, contrôler tout du début à la fin. L'administration directe, c'est qu'elle a toujours procédé, elle a toujours procédé ainsi pendant toute la période de la colonisation. C'est différent du système anglais. Parce que les Anglais ont toujours mené ce qu'on appelle l'administration indirecte, donc indirect, voilà, indirect rule. C'est différent vraiment donc, du système français. Voilà, on donne de l'autonomie, on permet de travailler, mais on supervise, ensuite on est là. Et la France ne s'est pas être là, mais on est sur le terrain et on voilà, gère tout, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a vraiment des questions à se poser, c'est comment faire pour continuer à conserver ce bloc. C'est important. Parce que la France n'a pas encore dit son dernier mot. Ça, c'est clair et net. Parce que si elle se porte garant par rapport au pays de l'UEMOA, on ose dire, ou en tout cas, qu'elle ne le fait pas gratuitement. Ça veut dire qu'il y a des calculs qui sont derrière. Voilà, peut-être d'aucuns diront que par rapport aux échanges commerciaux, et ce sont ses partenaires, voilà. Donc, ce sont ses partenaires stratégiques. Hein? Non. Excusez-moi, les enfants, on les maîtrise pas trop. Excusez-moi. Donc, voilà. Donc, je pense que ça, c'est un débat. Donc, comment faire pour conserver ce bloc soudé? Comment faire pour éviter que la France continue à s'immiscer donc, dans les affaires? Et comment faire pour prendre notre destin en main? Lorsqu'on parle du CFA, les gens ont toujours parlé d'avantages et d'inconvénients. Voilà. On pense que les inconvénients sont plus nombreux que les avantages. Parce que l'avantage majeur qui est souvent évoqué, c'est surtout voilà, cette stabilité. Hein, ce qu'on appelle la maîtrise vraiment donc, de l'inflation. Parce que dans notre zone, souvent, on a un taux d'inflation faible, très faible. 2% ou moins 2%. Malheureusement, donc la politique économique, la politique monétaire en tout cas menée par l'autorité monétaire n'encourage pas trop l'investissement. Voilà. Or, nos pays quand même ont besoin, nos économies ont besoin de plus d'investissement pour nos projets, pour appuyer les entrepreneurs, ce qui n'est pas le cas.
Parce qu'on constate ici, toutes les banques qui sont insérées chez nous pratiquement ont une certaine frilosité vis-à-vis donc des entrepreneurs. Donc c'est pourquoi le financement de leurs activités donc voilà, ne se fait pas comme ils l'auraient souhaité, ce qui est regrettable. Voilà. Mais pour les inconvénients, donc ça fait partie déjà des inconvénients, le fait quand même que ça participe à limiter un petit peu ce qu'on appelle le niveau de financement. Vous allez en Europe, tel n'est pas le cas. Ensuite, l'inconvénient majeur, souvent qu'on évoque lorsqu'on parle de CFA, c'est surtout, c'est ça, donc le dépôt de 5% de nos réserves de change ou au Trésor public français pour des pays indépendants. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est pourquoi 20 ans, 30 ans, voire 40 ans après les indépendances, la France n'a pas voulu quand même réviser un peu les accords avec les pays africains. C'est ça. Les réalités du monde n'étant pas les mêmes. Les choses ont évolué. Il faudrait essayer de lâcher un peu du lest. Voilà. Et je peux vous assurer, ou en tout cas c'est ma profonde conviction, que si la France a reculé un peu, peut-être c'est parce qu'effectivement il y a cette montée en puissance des mouvements anti-français dans l'espace africain. Mais ce qui a le plus influencé sa décision, c'est surtout le fait que ses propres partenaires l'attaquent par rapport à son comportement en Afrique. Vous avez vu un ministre allemand attaquer la France sans porter des gants. On a vu aussi un ministre italien faire exactement la même chose. Jusqu'au président américain, Trump, qui a aussi parlé un peu de la France par rapport à l'Afrique, etc. Et à chaque fois, la France se sentait très mal à l'aise. Voilà, il faut se dire que bon, les Africains ont beaucoup parlé, les jeunes Africains ont beaucoup critiqué, certains ont organisé des mouvements, des marches, ils sont allés même jusqu'à brûler donc, les billets, etc., pour dire non à la France, ainsi de suite, France dégage. Les gens disent, ils ont tout dit. Mais je pense que l'influence quand même n'était pas négligeable, ça il faut le dire. Et je me rappelle en 2018 avoir participé à une émission même sur donc, la 2STV lorsque je disais que même à défaut en tout cas d'avoir automatiquement notre propre monnaie, il fallait au moins penser à réviser les accords parce que les règles du monde de 45 et celles d'aujourd'hui ne sont plus pareilles. Voilà. Maintenant, nos chefs d'État sont allés plus loin parce que déjà les discussions étaient là en train de continuer et maintenant il y a cette monnaie qui doit entrer en vigueur. L'autre problème, c'est quoi? Est-ce qu'il faudrait changer de monnaie pour le simple plaisir de changer de monnaie? Parce qu'en changeant de monnaie, mais on ne change pas de démarche, on ne change pas de méthode, on ne change pas la manière dont nos gouvernants gèrent les deniers publics, quel que soit le nom qu'on va donner à cette monnaie-là, ce n'est pas ce qui va entraîner l'émergence de l'Afrique. Je regrette de le dire, c'est pourquoi tout au début je l'avais mentionné en disant que le problème de l'Afrique, ce n'est pas un problème de monnaie, mais c'est avant tout un problème de gestion des deniers publics. Une gestion gabégique, donc de nos maigres ressources. Ça aussi, ça fait partie, lorsque vous parcourez un peu la littérature économique, de ce qui caractérise les pays en développement. Non seulement on a des faibles moyens, mais ces faibles moyens sont mal gérés. Donc on les dilapide. On remarque aussi ce qu'on appelle la faiblesse de l'État face aux grandes puissances, mais surtout aussi face aux multinationales. Certains types de contrats qui sont négociés ou qui sont cédés donc, à certaines multinationales. Parfois, vous vous posez des questions, est-ce que réellement la personne qui acceptait ce contrat comprenait ce qu'elle faisait? Est-ce que vraiment elle avait toute sa conscience, etc., etc. Ça veut dire qu'il y a la corruption qui est passée par là. Donc c'est pourquoi il y a quand même
grande idée, en tout cas du président Wade, que je vais beaucoup apprécier, c'est le fait de venir et surtout d'améliorer de manière vraiment significative le traitement des ministres, des parlementaires, et même des maires et autres. Parce que donc, ce qu'il disait, c'est très simple. Quelqu'un qui gère beaucoup d'argent, qui gère donc un budget, si vous ne le donnez pas assez de moyens et vous ne le protégez pas, c'est-à-dire vous-même vous l'exposez à la corruption. Aujourd'hui, c'est ça, donc le grand problème de l'Afrique. On nous dirige ou on nous mène dans des projets, dans de grands projets parfois très farfelus, alors que 60 ans après l'indépendance, on n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire. Au Sénégal, avec cette crise donc, de la Covid-19, vous voyez que pour quand même distribuer des aides alimentaires avec une quantité de 100 000 tonnes de riz, il faut commander ça où? À l'étranger. Donc dans la vallée du fleuve Sénégal, on a plus de 200 000 hectares. Certains même parlent de 240 000 hectares ou 60 000 qui sont irrigables. Ça veut dire que tout ce qui nous manque, c'est de la volonté politique. Le Sénégal, en ce moment-là, en tout cas, si cette volonté politique était au rendez-vous, on devait être un pays exportateur de riz et non un pays importateur. En 2015, on a vu le président lancer un programme dans ce sens-là pour atteindre l'autosuffisance dans les 2 ans qui suivent. On a débloqué beaucoup de moyens, mais on ne l'a pas atteint. Là aussi, il y avait quand même de la confusion entre ce qu'on appelle un programme structurel et un programme conjoncturel. Parce qu'en réalité, ce qu'on n'a pas pu atteindre pendant plus de 50 ans, voire 55 ans, si vous pensez qu'en 2 ans, on pouvait l'atteindre, ça m'étonnerait beaucoup. Hein? C'est pourquoi, en tout cas, j'avais pensé qu'il fallait planifier dans le temps. Et ce n'est pas uniquement pour le riz, et pour beaucoup de denrées, c'est ça. Voilà. Mais également, il faut continuer à soutenir l'industrie locale. C'est important. C'est important. Ça va nous mener encore peut-être vers un débat sur les APE. Est-ce qu'il fallait ouvrir ou pas? Mais si vous avez une jeune industrie, il faut quand même la protéger. Même si on vit dans une mondialisation, voilà, mais cette industrie, il faut la protéger. Il faudrait accompagner les entrepreneurs locaux. Parce que chaque pays a besoin d'avoir comme ce qu'on appelle des champions nationaux. C'est très important. Tout ce que ces gens-là gagnent vont rester dans ce pays-là et ça va continuer encore à financer d'autres projets. On a même constaté avec cette crise donc, de la Covid-19, lorsqu'on avait lancé quand même l'aide à la solidarité nationale, on a vu certains entrepreneurs sénégalais quand même sortir de gros chèques. Et je peux vous assurer que c'était dans une période très difficile où pendant presque 3 mois au Courant, dans beaucoup de plateaux de télé, on débattait sur la dette intérieure. À un certain moment, qui était estimé presque à 1000 milliards, l'État avait commencé à éponger. Ainsi de suite. Ça veut dire que c'était une période où presque beaucoup de petites entreprises étaient vraiment dans l'agonie. Mais cela n'a pas empêché aux entreprises de contribuer quand même à l'effort national, donc dans la lutte contre le coronavirus. Regardez un peu ces entreprises qui gagnent beaucoup de milliards chez nous, qu'est-ce qu'elles ont offert pour accompagner les Sénégalais. Donc tout ça, je pense qu'on doit quand même tirer des enseignements. Encore une fois, la monnaie est très importante. Elle permet de financer l'économie, donc les activités, mais au-delà aussi les grands projets. L'État doit créer les conditions pour que l'économie fonctionne correctement, pour que les agents à besoin de financement puissent bénéficier donc de financement venant donc des agents à capacité de financement. Bref, ainsi les finances publiques continuent à lutter contre certaines pratiques qui, en tout cas, risquent de ternir l'image du pays, mais aussi de dégrader un peu ce qu'on appelle le climat des affaires. On en a connu ces temps-ci, et toujours un problème donc, de monnaie. Problème de monnaie avec notamment ces faux billets qui existent, hein, qui est une question d'actualité. Difficile de parler de monnaie dans notre pays sans l'évoquer. Il y a plus de 6 mois de cela, c'est un parlementaire qu'on avait trouvé avec plus de 100 et quelques milliards de faux billets.
quelques années plus tard, du moins quelques mois plus tard, ça fait je pense que 6 mois après. Bon, si on se réfère à aujourd'hui, ça doit faire exactement 2 semaines. En tout cas, c'est moins de 20 jours. On a trouvé donc, on a fait une saisie record de plus de 2000 milliards de faux billets donc, en euros. On fait la conversion, ça donne plus de 1200 et quelques milliards. C'est une affaire qui a été rapidement étouffée. J'ai bien dit, en moins de 2 semaines, la presse n'en parle plus. On ne sait pas par quel tour de magie les gens ont réussi à étouffer l'affaire, mais on n'en parle pas. Mais c'est extrêmement grave. La seule banque habilitée à émettre des billets dans une zone monétaire, c'est la Banque centrale. Pourquoi moi-même, d'ailleurs, on l'appelle la banque d'émission. Toute autre personne ou institution qui émet des billets donc, est un contrevenant et mérite d'être traduit. Voilà, et toute la loi mérite quand même d'être appliquée. Donc, il faut l'appliquer avec toute la rigueur. Sinon, beaucoup de faux billets qui circulent dans une économie, ça crée de la méfiance. Perte de confiance entre les différents entre les gens économiques. Et ça, c'est très mal vu pour nos partenaires au développement, mais aussi pour tous ceux qui voudraient venir investir. Il faut quand même qu'on continue à sanctionner davantage. Et pour cela, nos organes de contrôle doivent avoir plus d'autonomie. Il faudrait qu'il y ait plus d'autonomie pour nos organes de contrôle, mais il faudrait aussi, en tout cas, veiller à ce que leur travail soit respecté. Oui. Parce que si vous êtes d'un camp ou de l'autre camp, voilà, le jugement peut-être peut ne pas paraître être le même, parce que certains qui sont du camp, en tout cas du pouvoir, souvent, quelle que soit la gravité des faits, ils ne sont pas du tout inquiétés. C'est ce qui est grave. Et lorsque compétence parlementaire, par exemple, en écoutant les émissions radio, ce qu'on appelle Wax Sa Khalat chez nous, hein, les Sénégalais l'avaient déjà prédit que voilà, on va le garder quelques temps après, donc comment dire, on va évoquer une maladie, autre là, et on l'accorde une liberté provisoire. C'est comme si, voilà, maintenant les gens sont devenus de grands voyeurs, entre guillemets, hein, de grands voyants, entre guillemets, parce que tout ce qu'ils avaient prévu, ils l'ont vu. Donc tout ça encore montre encore une fois que nous avons quand même beaucoup d'efforts à fournir si nous voulons quand même atteindre, donc changer de cap, poser les actes forts pour en tout cas atteindre donc l'émergence. Voilà. On ne va pas peut-être trop entrer dans ce fameux PSE hein, qui a été mis en place par le président Sall pour bien sûr atteindre l'émergence avec 3 conditions à remplir obligatoirement. Une croissance forte, durable et inclusive pendant 20 ans pour espérer atteindre l'émergence. Vous voyez que l'émergence, ce n'est pas une maigre affaire. Voilà. J'ai vu quelqu'un me demander est-ce que la monnaie est disponible. Bon, en tout cas, je n'ai pas encore vu cette monnaie circuler donc, du moins, dans la presse. Pour nous dire un petit peu comment ça se présente à la télé ou autre. On espère que dans les jours à venir, la Banque centrale fera une communication dans ce sens. Mais il faut retenir que lorsqu'il y a une nouvelle monnaie en circulation, dans un premier temps, on annonce donc sa mise en circulation officielle. Voilà. Après maintenant, c'est à la Banque centrale d'alimenter les banques commerciales. Voilà. Donc les deux monnaies vont cohabiter pendant un certain temps avec un retrait progressif de l'ancienne monnaie jusqu'à un certain délai où maintenant on demande aux gens de déposer donc les anciens billets au niveau des banques pour disposer de la nouvelle monnaie. En certain moment, on dit que maintenant c'est fini. Dans le commerce, on ne prend plus donc véritablement les anciens billets. Autres maintenant, toute personne qui voudrait faire du change n'a qu'à se rendre directement au niveau de la Banque centrale, etc. Donc ça, c'est par étapes. Mais en principe, si toutefois les gens ne reviennent pas sur leur déclaration, sachez qu'à partir donc, de juillet, la nouvelle monnaie devrait entrer donc, officiellement en circulation. Voilà, d'autant plus que le Parlement français aussi a voté donc la fin donc du CFA, hein, la fin de l'accord donc du CFA. Ce qui avait aussi suscité beaucoup de débats. Parce qu'en réalité, est-ce que c'est aux Africains d'annoncer la fin du CFA ou est-ce que c'est à la France?
En tout cas, les Africains avaient déjà annoncé qu'à partir de juillet, la nouvelle monnaie entrera en vigueur. Est-ce qu'il fallait mettre ça, faire voter donc, cette loi-là au niveau de leur Parlement, ou en tout cas, on a vu que la France a voulu quand même toujours être en avant. Voilà, ravir la vedette aux principaux concernés. Je pense que ça ne passera pas, ça c'est clair. Maintenant, peut-être quels sont les avantages de cette nouvelle monnaie. En tout cas, pour les échanges au niveau de la CEDEAO, ça va faciliter davantage des choses. Parce que les pays membres de la CEDEAO, s'ils échangent entre eux, c'est au moins 8 monnaies différentes. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous échangez avec un pays, vous êtes obligé donc de chercher des devises fortes. Voilà, c'est le dollar ou plutôt l'euro. Si nous avons la même monnaie, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de faire de la conversion. Parce que c'est la même monnaie qui existe partout. Ça, c'est un avantage. L'autre avantage que ça pouvait aussi constituer, mais pour l'instant, malheureusement, ça va être très faible. Parce que le volume des échanges n'est pas aussi élevé. Ce qu'il explique, c'est que nous avons quand même une industrie qui est faible. Premièrement. Deuxièmement, parfois une industrie qui est déconnectée du secteur primaire. Alors qu'elle est censée quand même tirer le secteur primaire vers le haut. Il y a une déconnexion entre ces secteurs-là, secteur secondaire et secteur primaire. Aussi, c'est quelque chose donc, qui est constaté donc, dans nos pays. On pourrait aussi, en tout cas, penser en tout cas à renforcer donc davantage donc, ces échanges-là. Mais pour cela, il faut produire. Parce que si vous n'arrivez pas à atteindre l'autosuffisance alimentaire, si vous avez une industrie, en tout cas jeune, qui n'a pas beaucoup de capacité, parfois son niveau de production n'arrive pas à satisfaire la demande nationale. Donc les importations restent très limitées. C'est ce qui explique que jusqu'à présent, malgré tous les accords qui existent, on nous parle de libre circulation des personnes, de leurs biens, et ainsi de suite, mais le volume des échanges n'a pas considérablement évolué, qu'il s'agit de l'espace UEMOA ou de l'espace CEDEAO. Donc c'est ça aussi la vérité. Voilà. Ce n'est pas mal, en tout cas, ça me rappelle aussi quelque chose, parce qu'il ne faudrait pas se tromper aussi. Nous sommes tous, hormis le Nigeria, qui n'est pas du tout loin, en tout cas des pays donc émergents, qui sortent quand même du lot, nous sommes tous des pays donc, en développement. Autrement dit, des pays pauvres, dans la plupart du temps, et la chose la mieux partagée dans un pays pauvre, c'est la pauvreté. Ça fait partie même des... Lorsqu'on explique les critères, le premier critère, c'est quoi? C'est la pauvreté de masse. Je me souviens encore d'une conférence que le professeur Ibader Thiam nous avait animée lorsqu'on était étudiant donc, à l'UCAD. Donc c'était dans le cadre de notre mouvement des étudiants libéraux, hein, dans le cadre même d'un mouvement spécifique, voilà, donc du même qui s'appelait le CIRM, hein, où le thème portait sur les États-Unis d'Afrique. On avait 3 conférenciers, le professeur Ibader Thiam qui attaquait un peu le volet historique, le professeur Moustapha Kassé qui abordait le volet économique. Ensuite, on avait un ancien compagnon, donc président Wade, qui nous parlait abordait un peu le volet politique. Voilà. Mais ce que j'avais retenu, en tout cas, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est l'intervention du professeur. Parce que le professeur Ibader nous disait que oui, avec l'Union africaine, parce qu'à l'époque, on voyait que le président Kadhafi et le président Wade exerçaient toute une pression sur les autres pour qu'on annonce vraiment qu'on passe de l'OUA à l'UA, c'est-à-dire de l'Organisation de l'Unité africaine à l'Unité africaine. Donc voilà, à l'Union africaine, à l'image de l'Union européenne. Voilà. Et on parle à l'époque d'un marché de 350 à 400 millions donc, de consommateurs. C'est là où la remarque du professeur Moustapha Kassé était intéressante, parce qu'il nous disait que, attention, lorsque, parce que 300 millions de consommateurs ou 400 millions de consommateurs dans des pays développés et des pays pauvres, ce n'est pas pareil. Parce que si vous regroupez davantage de pauvres, vous vous retrouvez avec plus de pauvres. Donc ce sont des gens qui ont un pouvoir d'achat très faible, donc du coup l'impact
Ça aussi, je pense que voilà, il nous l'avait signalé et on l'avait aussi constaté. Donc ça veut dire que là où en tout cas nous devons nous battre lorsque cette monnaie commune sera là, c'est d'abord de continuer encore donc de lutter contre la corruption. Parce que ça fait partie quand même de sécurité un peu nos économies. Voilà. Il faut lutter contre la corruption, c'est très important. Il faudrait surtout renforcer donc la sécurité. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de zones donc instables, ce qu'on appelle quelquefois des tensions au niveau de notre espace. Au Sénégal, jusqu'à présent, c'est vrai que depuis quelques années, il y a quand même donc, une certaine accalmie donc, au niveau donc, de la zone sud. Mais rien que cette semaine, on nous a parlé de 3 morts, hein, les militaires donc, qui ont sauté sur des mines, voilà, mais aussi presque une dizaine de blessés. Ça veut dire que jusqu'à présent, le danger est là. Voilà. Au Mali, c'est la même chose. Au Niger, avec donc, toujours ces rebelles-là ou ces islamistes, etc. Beaucoup d'attentats au niveau donc, du Burkina. Au Nigeria encore, hein, on n'en parle pas, avec Boko Haram, hein, qui impose ou dicte sa loi au Nigeria et au Cameroun, etc. Donc il faut aussi renforcer donc la sécurité. Voilà. Donc parce qu'on a besoin donc si nous devons avoir plus de crédibilité devant le monde, nous devons assurer notre propre sécurité. Nous devons continuer à lutter contre donc véritablement la corruption de manière très active. Voilà. Également, continuer aussi à faire des efforts, surtout dans le financement de l'économie et au-delà, donc voilà, la maîtrise de l'inflation. Donc c'est très important. L'inflation, comme vous le savez, est définie bien sûr comme étant donc, une hausse générale et durable du niveau général des prix, qui est souvent mesurée par ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation. L'inflation en tant que telle n'est pas mauvaise si ça permet en tout cas voilà, de relancer l'économie, si la croissance est au rendez-vous dans la plupart du temps. Voilà. De grands économistes comme Paul Krugman ou encore Olivier Blanchard l'ont même écrit, hein, en disant qu'effectivement, avec un taux de croissance avec un taux d'inflation de 3 à 4%, ce n'est pas très dommageable pour l'économie si la croissance est au rendez-vous. Voilà. Donc maintenant, il faut qu'on ait à se battre pour créer donc, des financements, de la croissance économique, mais surtout une croissance inclusive. C'est très important. Une croissance qui profite à la population, pas une croissance extravertie. Voilà. Les grandes puissances qui viennent pour véritablement produire, gagner tout l'argent et répartir à la maison. Ça, je pense que c'est pas, donc c'est même le débat qui existe depuis 2 ans ou 3 ans, hein, même si on sait que la croissance est un effet donc à long terme. Voilà. Maintenant, avec ces histoires de fausses monnaies, hein, qu'on appelle les faux billets là, depuis ces 2 ou 3 dernières années au Sénégal, sachez que ces faussaires-là existent aussi dans la sous-région. Aujourd'hui, comment faire pour assurer vraiment cette sécurité aussi donc monétaire, autrement dit de notre monnaie? Est-ce vraiment intéressant au moment où on est en train de fabriquer voilà, 100 milliards ou 200 milliards de vrais billets, les autres sont à côté en train aussi de fabriquer pratiquement la même quantité. Donc c'est problématique. Il faut renforcer les contrôles, doter plus de moyens à nos forces de sécurité, mais aussi à ceux qui s'occupent du contrôle ou de la surveillance du territoire économique. Également, voilà, lutter contre ce qu'on appelle cette cybercriminalité, ainsi de suite. Bref, donc il y a beaucoup de choses qu'il faudrait voir, parce que c'est un combat qui n'est pas gagné d'avance et qui change, qui évolue. Parce que les faussaires, souvent on a l'habitude de le dire, souvent les faussaires ont une longueur d'avance sur les autres. Donc comment faire maintenant pour éviter d'être en retard? Voilà. Donc encore une fois, retenez que il y a quelques problèmes ou quelques soucis en tout cas à régler. Voilà, notamment pour cette nouvelle monnaie qui est censée donc entrer en vigueur très prochainement. Voilà, où est-ce qu'on va installer cette banque centrale? Donc officiellement, on ne l'a pas encore annoncé.
peut-être officieusement, parce que toutes ces voies autorisées, donc nous ne nous l'avons pas encore dit. Il n'y a pas aussi de communiqué officiel pour nous en parler. Voilà, mais on espère que, en tout cas, le pays qui a la légitimité de le réclamer, c'est bien entendu notre géant, pour ne pas dire notre super géant, donc le Nigeria. Voilà, maintenant, est-ce qu'il va demander d'abriter la Banque centrale et d'assurer en même temps la gouvernance, d'occuper le poste de gouverneur, ou plutôt de céder la place à un autre pays, qui peut être bien entendu la Côte d'Ivoire, qui peut être le Sénégal, ou encore le Ghana. Voilà. Ou un autre pays. Je pense que ces trois pays, quand même, sont bien placés. Et ensuite, ça serait juste, donc voilà, de la gouvernance, du poste de gouverneur, à l'image de ce que nous connaissons dans notre espace UEMOA, avec bien entendu la Côte d'Ivoire qui assure toujours la gouvernance, et le Sénégal, donc qui gère le poste de gouverneur, et le Sénégal qui abrite le siège de la BCEAO. Je pense que ce même modèle pourrait être donc reproduit au lieu de laisser à un seul pays, donc d'avoir tout en même temps. Bref, le débat reste ouvert. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas en tout cas demain, donc la veille donc, de règlement de tous ces problèmes. Voilà, aux Africains de montrer qu'ils méritent plus de respect, plus de confiance. Voilà, et aussi surtout la confiance de leur peuple. J'ai bien dit, ils méritent plus de respect et de confiance de leur peuple et du monde entier. Voilà. C'est un défi à relever. Je pense que nos chefs d'État et de gouvernement mettront surtout les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, hein, afin quand même qu'on n'arrête pas ce virage. Voilà, donc ça veut dire qu'on est vraiment mis donc, devant notre responsabilité. Voilà, à nous de relever ces défis. Et rassurez-vous, personne ne le fera à notre place. Personne ne le fera à notre place. Même si vous vous référez un peu donc, aux critères même de développement, hein, ou les critères pour mesurer le niveau de développement d'un pays, le PNUD qui avance 4 critères. Parmi ces 4 critères, le 4e critère nous parle de quoi? Le 4e critère nous dit que le développement doit être engendré par la population elle-même et non par une aide extérieure. Ça veut dire quoi? Que si nous devons nous développer, nous ne pouvons pas compter sur les autres, mais sur nous-mêmes d'abord. Sur les autres peuvent nous trouver en marche. Bon, voilà, et on continue notre marche. Ils viennent, ça va, ils ne viennent pas, on continue et on doit croire en nous-mêmes. Il ne s'agit pas du tout de toute magie, je ne sais pas là, non. C'est juste le travail. C'est le travail. Seul le travail paye. En Afrique, on a certaines pratiques quand même ancestrales ou de certaines pratiques encore d'une autre époque, ce qui fait que souvent aussi on a du mal. On a du mal, en tout cas. Travailler correctement ou à croire donc à la philosophie du travail. Oui. Donc il faudrait continuer en tout cas à éduquer les gens donc dans ce sens-là. Oui, c'est ma petite là qui a 2 ans. Elle veut entrer et elle ne va pas me laisser travailler. Voilà. Bon, je pense qu'on s'achemine vers la fin. Tout à l'heure à 18h, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit animer donc une émission. Donc voilà, qui va faire un live. C'était vraiment un peu partagé avec vous. Donc c'est quelques idées pour vous dire également que nous ne devons pas baisser les bras. C'est vrai que le fait de changer de monnaie, c'est une volonté purement politique. Voilà. Mais on sait que ces politiques-là sont influencées donc par la population. En tout cas, merci beaucoup pour votre aimable attention. On espère que peut-être donc sur toutes les questions brûlantes de l'actualité. Hein. Nous remercions également donc tous ceux qui ont participé et surtout nos amis donc de Marketing TV qui nous ont permis en tout cas d'échanger avec des amis, des étudiants et certains collègues d'ici et de la diaspora. Hein, parce que j'ai vu certains connectés qui sont en France, au Canada et autres. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.